je vais ouvrir le feu. Je m'appelle André Redel Vencentini. Je suis étudiant en deuxième année de langue civilisation en Corse. Je ne sais pas si on entend quelque chose, c'est suffisant. Comme tout le monde ici, j'ai 300 questions, probablement voire peut-être 400. Alors, si vous permettez, je vais vous dire sous la forme la plus succincte possible 3 questions que je retiendrai pour ma part. Et si vous avez l'amabilité d'en choisir une au moins ou répondre à celles qui vous paraissent intéressantes. Alors je les mets dans l'ordre inverse de ce que j'ai relevé au cours de votre exposé. La troisième question, alors je la pose encore sous une forme très courte. Si, dans l'histoire du lapin femelle qui est sous la cloche, si je remplace le lapin femelle, donc sous la cloche, par une salade de carottes ou par un renard carrément mâle, disons, que se passera-t-il? C'est la troisième question, j'enchaîne avec la deuxième. Alors, je vais répondre tout de suite à celle-là, elle n'est pas compliquée du tout. Avec les carottes et avec le renard, il n'est pas question de phéromones, donc il voit très bien la carotte et il voit très bien le renard. Comme familier de son monde, en tant que nourriture d'une part, en tant que danger d'autre part. Donc là, il est en relation avec. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est par rapport à disons, le rapport entre l'objectivité et l'humain. Donc la question, je la formule, ça pourrait presque être un sujet de bac philo. Peut-on être objectif envers un autre être humain? Alors, effectivement, le cogito convertit son milieu en un environnement objectif. Mais il reconnaît l'existence des autres sujets humains, qui sont ses semblables. C'est les seuls qu'il reconnaisse en tant que sujet. Le reste, c'est de la mécanique, pour simplifier. Hein. C'est l'animal-machine, l'environnement-objet. Mais je ne suis pas seul au monde, il y a les autres humains. Ils sont donc des sujets. Mais la science, alors comme vous le savez, Descartes, le cogito, ça n'est pas seulement le corps physique. En fait, c'est l'âme qui va pouvoir objectifier le corps lui-même. Ce qui va être la naissance de la médecine moderne et de la biologie moderne, qui fait de la physiologie un objet scientifique. Le seul véritable sujet, il est mental. Bon. Mais le matérialisme de la modernité occidentale a fait que on a finalement assimilé le sujet au corps animal. Parce qu'on ne peut plus dire simplement un cogito qui se réduirait à une âme. Moi, c'est mon corps. Donc on assume son corps, d'ailleurs, des tas d'expressions modernes et même contemporaines de ce principe. Quand les mouvements féministes, au moment de la loi Veil, ont manifesté en disant « mon corps est à moi », c'est « je suis mon corps hein, ». Mon corps, c'est moi. Parce qu'on ne va pas dire « je, en tant que cogito, possède mon corps comme un objet ». Non, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Hein. C'est moi, c'est mon corps. Merci. Et donc la dernière question, qui était en fait la première, je fais juste une petite introduction. Je pense que tout le monde est au courant de cette étude ou cette découverte qui avait été faite, je crois que c'était en Australie ou dans les îles de la Sonde, d'un enfant qu'on a appelé enfant loup. Donc il s'agissait de quelqu'un qui avait grandi sans avoir aucun contact avec d'autres membres de son espèce. Alors la question que je pose, c'est, comme vous avez d'une manière très claire, je vais me permettre de citer, ou en tout cas de voir ce que j'ai noté en reformulant. Le langage permet à l'homme j'ai écrit, de s'auto-prédiquer, c'est-à-dire se faire exister soi-même. Est-ce qu'on doit en conclure qu'un enfant loup, c'est-à-dire que si un homme est livré à lui-même depuis sa naissance, qu'il arrive à survivre et qu'il en fait devient adulte seul, sans avoir eu jamais aucun contact avec ses semblables, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est un homme, que c'est un être humain, ou est-ce qu'un être humain ne peut ne plus en être un à partir du moment où il n'a pas eu l'occasion de faire appel aux ressources du langage et donc de s'être auto-prédiqué? Oui, c'est un vieux problème en éthique. Qu'en est-il, par exemple, d'une personne tombée dans le coma?
profond. C'est le même problème, exprimé différemment. Eh bien, du point de vue de la mésologie, cette personne participe de mon corps médial, de notre corps médial, et elles font partie de nous-mêmes. Nous devons les reconnaître comme telles et non pas comme objets. La science montrant, l'expérience montrant par ailleurs qu'il arrive qu'on sorte d'un coma profond. Donc on est toujours humain en puissance. Donc on l'est parce qu'il y a cet entrelien, entre tous les humains qui font que tout autre être humain est humain, même s'il est diminué de tel ou tel point de vue. Et l'enfant loup, d'ailleurs il y en a eu dans le monde entier, hein, il y en a eu en France, il y a un cas fameux qui a été mis en film par Truffaut. Hein, vous vous souvenez, au moins certains d'entre vous, du film de Truffaut, je ne sais plus quel était le titre, c'était l'enfant sauvage. Bon, eh bien justement, ça montre très bien qu'il faut achever l'humain. Parce que biologiquement, il est incapable de devenir humain sans l'apport d'un corps médial que lui apportent les autres humains en vertu de l'entrelien humain, et en particulier avec le langage, parce que ce malheureux Victor, c'était le nom de cet enfant sauvage, il n'a jamais pu apprendre à parler, parce que c'est des choses qui se font dans le développement de l'être humain à un certain moment, et que si vous attendez, au-delà de ce moment, ça ne peut plus se faire. Hein, c'est pas du tout comme d'emmagasiner des logiciels dans un ordinateur, comme on voudrait nous faire croire que le sens. Non. Le sens et le langage participent intensément à la création de sens. Ça n'est pas du tout des sommes d'informations, c'est de la signification. Il y a une conversion de l'information qui relève de S en signification qui relève du rapport SP. Et si ça ne se fait pas à temps, comme ça n'est pas simplement une affaire de cogito purement mental, mais ça concerne notre chair même, eh bien le cerveau ne peut plus. Quand on a passé l'âge, on ne peut plus. Et à tous les degrés. Et ça se voit très bien dans l'apprentissage des langues, justement. Dès la naissance, l'enfant est conditionné par sa langue maternelle. Au départ, il peut parler toutes les langues. Il peut prononcer toutes les prononciations. Mais très vite, ça se spécifie. Et au-delà d'un certain âge, on ne peut plus prononcer correctement une langue étrangère et on ne peut plus la parler couramment. Je peux permettre, juste sur ce que vous venez de dire, au-delà d'un certain âge ou d'un certain volume d'apprentissage d'une ou de plusieurs langues? Ça va ensemble. Au-delà d'un certain âge, ça fait partie de ma constitution, l'enseignement que je reçois de la part de ma famille, de l'école, etc., de la société donc. Ça veut dire que mon corps animal s'adjoint un corps médial qui fait partie de mon être. Et si on ne me l'inculque pas, je ne pourrai plus l'acquérir. Oui, bonjour. Hugues Roland, architecte. D'accord. Par rapport au sacré, est-ce que le sacré n'est pas une notion qui se déplace par rapport au Umgebung, l'environnement qu'on voudrait objectif, en fait, il ne l'est pas tant que ça, puisque c'est quand même toujours la société à un temps T qui dit qu'est-ce que c'est une rationalisation de l'environnement. Je pourrais prendre comme exemple, par exemple, en Islande, un pays vaste, plutôt qu'on considère comme un pays naturel, entre guillemets, mais tout simplement parce qu'il est vide de personnes. Ils ont fait des grands travaux, mais chaque fois qu'ils font une route, ils appellent quelqu'un qui va leur dire si les trolls vont être contents ou pas. Et donc ils vont peut-être même jusqu'à contourner un endroit parce qu'ils seraient
habité par les petits trolls. Bon, là-dessus, ils vont faire une 4 voies, un pont, un tunnel, une centrale, ce que vous voulez. Donc on a une impression que, est-ce que c'est pas le religieux qui se déplace? Peut-être qu'aujourd'hui, la religion, c'est l'argent, avec Chero, Kemadra. Ben, finalement, la religion, c'est l'argent sous toutes ses formes, ce qui va donner. Et pour un peu soutenir un peu ce propos, enfin cette question, j'étais intéressé par la conférence, mais je regardais dehors en même temps, et je vois ce paysage, et on a plusieurs échelles de bâtiments qui datent de plusieurs périodes, et notamment on a une chapelle, peut-être un tombeau, qui peu à peu va disparaître dans le paysage sur cette vue. On a une gabarisation de la route qui fait que c'est le déplacement d'abord qui est la religion première, qui relie Ajaccio à Bastia. Et on a des bâtiments peu à peu qui sont de moins en moins en relation avec les objets à l'échelle du lieu. Et là, on voit aussi, c'est un déplacement en fait des contraintes que l'homme se donne. Et il peut encore, considérer des vestiges de religiosité ou de sacré, mais quand ça va plus l'arranger ou qu'il aura perdu le fil, elles vont disparaître. Je ne sais pas si ma question a un sens. Mais tout à fait. Le sacré est comme toute réalité humaine, ne cesse de se déplacer historiquement, aussi bien dans l'espace physique, comme vous venez d'en donner l'exemple, que dans l'espace abstrait de ce que ça veut dire. Donc, par exemple, au Japon, il y a beaucoup, puisque c'est une région, fondamentalement une religion animiste, le Shinto. Vous avez beaucoup de petits hôtels locaux en l'honneur de tel ou tel kami, comme on dit. C'est un génie ou un dieu, une divinité locale. Et ce sont des endroits sacrés. Mais les contraintes de la société moderne font que pour l'urbanisation, on va être amené soit à les supprimer, soit à les déplacer. Et au Japon, on ne supprime généralement pas, on les déplace. Ainsi, il y a eu des cas de petits sanctuaires locaux qu'on appelle hokora, enfin ce qu'on appellerait une chapelle, ou comment ça s'appelle, quand il y a un calvaire, quelque part. Bon. On le rebâtit en haut d'un immeuble de 30 étages. On l'a juste déplacé. Bon, en fait, pas mal de choses changent aussi, mais on a quand même respecté l'essentiel, qui est le sacré de la référence primaire. Donc, dans le processus que Peirce appelle la sémiose, et que j'appelle une suite trajective, enfin, ce n'est pas exactement la même chose, il y a nécessairement un déplacement, puisque c'est toujours à partir du point de vue de personnes existant aujourd'hui que le reste prend sens, y compris tout ce qu'il y avait avant. L'histoire, on voudrait croire que l'histoire, c'est la connaissance objective du passé. En réalité, l'histoire n'est jamais que l'interprétation actuelle du passé. C'est toujours l'historien aujourd'hui qui interprète ce qu'il y a eu avant. C'est tout à fait une suite trajective, ou le principe de la sémiose. Les historiens ne cessent de donner du sens et ne cessent de donner un sens nouveau au passé. Toujours réinterprété. Oui, je peux commencer d'abord. Je m'appelle Didier Rousseau-Navarre, je suis artiste continental et intéressé par la mésologie depuis quelque temps. Et ma question, elle touche une problématique très contemporaine, puisqu'elle parle de ce qu'on définit comme la biodiversité, à savoir les trois niveaux qui sont l'aspect génétique, spécifique et écosystémique, d'une part, que cette biodiversité, lorsqu'on veut la protéger, d'une certaine manière, on la sanctuarise. Ce terme revient bien dans l'idée de la séance d'aujourd'hui. Sanctuariser du territoire, c'est perçu de manière différente selon qu'on est écologiste, selon qu'on est pratiquant utilisateur de la nature. On le voit bien en Corse avec les chasseurs, comme sur le continent, mais la question peut être un peu plus forte parfois sur un territoire insulaire comme la Corse. Voilà, donc l'idée de sanctuariser un territoire
pour certaines personnes, c'est bien l'idée de protéger de la diversité, et pour d'autres personnes, des utilisateurs, c'est perçu comme un manque à gagner à utiliser le territoire et la facilité pour d'aucuns de violer cette sanctuarité du territoire. Alors, ma question, ce serait de dire, pourtant, la mésologie, on peut bien l'entendre comme l'inscription de l'humain dans l'écosystème ou dans un écosystème qui serait accompagné de sa propre culture, de la culture de l'humain. Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça? Oui, on pourrait, effectivement. Parce que dans ce concept-là que j'ai mentionné à la fin, c'est toujours l'entrelien humain qui est en cause dans ce qu'on appelle l'environnement. Et l'entrelien humain, il est bien entendu nécessairement social, mais nécessairement politique. Et il ne cesse d'évoluer. Et ce sera toujours, en fin de compte, dans l'entrelien humain que les questions peuvent se régler ou ne pas se régler. Parce qu'il y a des cercles vicieux aussi. Et en même temps, dans la notion de biodiversité, comme on l'entend collectivement, on a le sentiment que la nature est objectivée. Moi, je me sens exclu dans cette définition de la biodiversité, toujours. Oui. Alors, évidemment, il y a des critères très différents qui ne sont pas du même ordre. Et les scientifiques peuvent nous montrer que telle espèce est absolument en danger de disparition et que là, il faut absolument la protéger. Oui, bon, ça, c'est un critère, disons, objectif, scientifique. Et dans notre société, bien que ça soit contesté quotidiennement, la seule vérité que nous reconnaissions, c'est la vérité scientifique, biologique en l'occurrence. Ma question va un peu dans la même direction, parce que Pierre-Olivier Milanini, architecte. Pour revenir aux Huichols, aux Indiens, etc., est-ce qu'on ne peut pas parler d'une sacralisation de la nature pour les écologistes profonds, comme vous disiez? Est-ce qu'il n'y a pas une création d'un nouveau sacré, là, où dans ce vide qui a été fait par l'époque moderne, les gens se mettent à sacraliser la nature comme quelque chose qui, en plus, leur est étranger, quelque part, puisqu'ils sont tous citadins, et qui retrouvent une sorte de fascination, une sorte de mythe, et que ça ne joue pas un rôle de sacré? On pourrait dire peut-être aussi la même chose au point de vue économique, si on pense à ces compagnies minières qui vont absolument faire du profit, ou ce désir de faire du profit, etc., c'est peut-être, ça vire aussi au sacré, là, quelque part, peut-être. Oui. Alors là, il y a des mondes différents à l'intérieur d'une même société. Les gens ne relèvent pas des mêmes mondes. Donc, quand vous travaillez pour ou dans une compagnie minière, vous n'êtes pas du même monde que ceux qui vont s'opposer à ce que veut faire cette compagnie minière. Vous appartenez à un autre monde, même sans être Huichol. Il suffit d'être un autre citoyen qui voit les choses autrement. Ça, c'est la règle de toute réalité, hein, humaine, animale, etc. Donc, ça va se régler par des... Alors, l'économie des grandeurs, ça vous dit quelque chose, ce titre? Ouais, c'est ça. Boltanski et Thévenot ont écrit un gros livre là-dessus dans les années 90 et qui montre que les grandeurs ne sont pas les mêmes, justement, parce que eux parlent de cité au sens de... Enfin, une cité, c'est dans le sens où je disais un monde. Quand vous apprenez à telle cité, vous reconnaissez telle grandeur, et dans telle autre cité, vous reconnaissez telles autres grandeurs. Donc il faut une économie générale des grandeurs pour arriver à régler ces problèmes finalement de coexistence. On a toujours tendance à ne voir les choses que de son propre point de vue, et donc à les sacraliser, comme vous disiez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je parle de mon expérience ici locale aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on a cette sorte de lutte entre environnementalistes purs et durs, des gens qui veulent simplement prospérer, faire de l'argent. Nous, on se retrouve, c'est toujours le même thème, on se retrouve pris entre les deux, on essaye d'inventer quelque chose, de faire du sens avec ça. Et ce qui me touche dans ce dont vous parlez, c'est me dire, est-ce que les gens... parce qu'il y a un tel investissement
Oui. Est-ce que ça vire pas à l'ordre du... Est-ce qu'il n'y a pas justement des nouveaux sacrés qui émergent, quoi? Tout à fait, tout à fait. Ça ne cesse d'émerger. Des nouveaux sacrés ou des nouveaux fétiches. Parce que la version caricaturale du sacré, c'est le fétiche. Et dans notre société, la marchandise est devenue fétiche. C'est donc notamment, comme je disais tout à l'heure, le manque à être de l'individu moderne. Il cherche à le compenser par l'acquisition de fétiches. L'acquisition marchande, bien sûr, de fétiches. Mais de manière moins caricaturale, c'est vrai qu'il y a du sacré, mais de divers ordres. Hier, on a parlé du problème de l'indivision pour l'architecture des vieux villages de Corse, qui pouvait mener justement à ce qu'on ne peut rien faire à cause de l'indivision, donc c'est voué à la ruine, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne puisse pas y toucher, c'est la définition même du sacré. Pourquoi un acte manqué? C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de l'indivision inconsciemment pour que ça reste sa part. Oui. Vu d'un point de vue non seulement continental, mais extrême oriental, je me dirais volontiers, mais bon, que dans la cité humaine au sens large, tout doit finalement se régler de manière idéalement consensuelle, mais en tout cas par dialogue entre les différentes parties concernées, et qu'un problème, il faut bien le surmonter à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que la société présente arrive à surmonter ce problème hérité du début du XIXe siècle par un acte législateur, c'est-à-dire la loi humaine, ce sont les humains qui la font. Il n'y a pas de sacré qui empêche de légiférer. Bon, je n'en dirai pas plus. On a encore une minute. Françoise Graziani, professeure de littérature comparée. J'ai été frappée par l'exemple que vous avez donné. Je voudrais revenir sur cet exemple que vous avez donné de l'adaptation au Japon, de l'intégration dans l'espace moderne des anciennes chapelles, dédiées au génie du lieu, c'est ça. Donc j'ai une question d'abord très précise. Est-ce que cette chapelle qui a été placée au-dessus d'un gratte-ciel, d'un immeuble, n'a pas été déplacée, elle est restée dans le même lieu? Oui, c'est ça. Ça permet verticalement, c'est le même lieu. Le déplacement vertical permet de la maintenir dans le lieu, puisque bien sûr le génie du lieu ne peut pas être déplacé. Voilà. Et c'est donc, ça me paraît être une métaphore extraordinaire de la faculté d'adaptation des civilisations orientales et de la difficulté qui est la nôtre de ne pas savoir actualiser le passé. Oui, c'est ça. Et cette sacralisation dont ici nous juxtaposons jusqu'à étouffer, alors que les Japonais, immédiatement, ça ne leur a posé aucun problème de trouver la solution. Quel que soit le nombre de constructions qui sont ajoutées, il y a toujours une place pour le passé. Oui. Enfin, c'est un cas, ça ne veut pas dire que ça se passe partout comme ça. C'est pas toujours il y a eu beaucoup de cas de destruction pure et simple pour des grands projets industriels dans les années 60. La modernité affecte aussi les civilisations orientales. Oui. Mais le principe me paraît vraiment intéressant. Il y a très certainement une beaucoup plus grande souplesse dans la culture japonaise que dans la nôtre. Une faculté d'actualiser. Notre problème à nous, de la modernité occidentale, c'est la rupture. La rupture, c'est ça. C'est ça, oui. Je peux faire deux remarques sur la différence. La distinction que vous faites entre Umgebung et Umwelt, elle a du sens, évidemment, dans notre civilisation, marquée par le cogito et tout ce qui s'ensuit, et la conception même du rapport à la nature. Il y a des sociétés primitives, je pense en particulier à celles que Philippe Descola décrit, dans lesquelles cette relation, cette différence n'existe pratiquement pas, parce que on chasse,
On tue, on est efficace, bien entendu, mais en même temps, on rend hommage à la forêt, on s'excuse auprès de l'animal qu'on vient de tuer. C'est-à-dire que dans la chasse même, on a une relation qui donne du sens à tout ce qu'on fait. Inversement, si nous nous plaçons dans le cas d'un savant, un peu M. Cosinus, si vous voulez, mais enfin, quelqu'un qui est à fond dans sa recherche scientifique, il est dans l'Umgebung. Mais il y est aussi avec une relation affective, une relation... je pense que, je pourrais en parler pour moi par rapport à mes objets de recherche personnels, mais qui ne sont pas aussi objectifs, objectivés que s'il s'agissait d'un médecin, d'un biologiste, etc. Et je pense que dans ce rapport-là, à son objet, il doit avoir une relation qui est de l'ordre de l'Umwelt. Il peut, même quand il fait un travail strictement objectivable, donnant lieu à une communication à l'Académie des sciences qui est impeccable, etc. Hein, voilà. Alors, une autre question, mais ça, elle est complètement différente, mais elle est sur la Corse. Je la poserai tout à l'heure. Je vais d'abord répondre à celle-ci. C'est exactement la thèse de Bruno Latour dans « Nous n'avons jamais été modernes ». Il montre que pour des grands savants comme Pasteur, l'objet n'est pas un objet. En fait, il vit avec, concrètement. Et c'est justement ce qui permet de grandes découvertes. Parce que le point de vue de la science, c'est théoriquement... on doit saisir l'objet en soi, théoriquement. Et c'est pour ce faire que l'on construit des protocoles de plus en plus stricts et qui vont de plus en plus profonds. Mais dans le principe même de cette institution de l'objet en tant que tel, c'est-à-dire S au sens logique, il y a une contradiction interne. Parce que le fait même de saisir S, et c'est ce que veut faire la science, institue S en tant que quelque chose. Nécessairement. On ne peut pas aller au-delà. Et on en a une illustration éclatante avec la pointe même de la science reine qui est la physique au XXe siècle, quand la physique quantique en est arrivée à montrer par l'expérimentation que par exemple, pour saisir une particule, concrètement, vous ne pouvez jamais la saisir que soit en tant qu'onde, soit en tant que corpuscule. Et ça, c'est l'expérience qu'il montre et qui n'a cessé de le prouver depuis le temps de Bohr. Donc, on ne peut jamais la saisir que en tant que. Là, il n'y a aucune projection subjective. Hein, c'est le protocole scientifique lui-même, le plus pur, qui montre cela. Et effectivement, on ne peut pas saisir S en soi, c'est impossible. C'est une aporie totale. Mais ça n'empêche pas que ça constitue un but. Et on doit tendre vers ce but. C'est un but que la mésologie reconnaît entièrement. Mais reconnaître ce but, c'est, comme je viens de le dire, c'est reconnaître le principe de saisir en tant que, qui va fonder toute réalité, serait-elle purement scientifique? Ma deuxième question avait pour objet l'évocation de deux émotions populaires importantes, je dirais, qui datent des années 1960. En Corse, dans les années 1960, le gouvernement de la France décide d'implanter d'enterrer des déchets nucléaires dans les mines de l'Argentel. Et on a un soulèvement considérable de tous les Corses pour une affaire qui, à la limite, aurait pu objectivement ne concerner que les gens qui vivaient immédiatement aux abords, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Quand on veut implanter des déchets nucléaires dans certaines régions, on a une levée de bouclier de la micro-région dans laquelle ça va se passer, parce que les gens disent nous on n'en veut pas, hein, ça va. Bon, après ça, les autres ils ne bougent pas, hein, surtout. Bon. Là, on a toute la Corse. Quelques années après, une entreprise italienne, la Montellison, verse des boues rouges dans le canal de Corse, entre la Toscane et la Corse.
ça aurait pu ne concerner que les pêcheurs, que ça gênait effectivement dans la mesure où ça polluait la mer, ça faisait crever les poissons. Mais les autres... Bon. Et on a la même chose, un soulèvement de toute la Corse, y compris la diaspora. Moi, je me souviens, j'ai participé à des manifestations à Marseille, parce que je n'étais pas en Corse à ce moment-là. Voilà. Il y avait du monde. Bon. Dans les deux cas, on n'est pas dans une relation, ce ne sont pas des lieux du sacré, hein, ni la Méditerranée, ni la mine de l'Argentine, qui en plus était d'ailleurs économiquement une mine. Elle était épuisée, je crois, il ne restait plus grand-chose, mais enfin, on aurait pu encore l'exploiter, on l'aurait exploité, personne n'y aurait vu grand mal. Ce n'était pas des sites du sacré. Mais la question que vous pose, et que je me pose, où était à ce niveau-là le sacré? Parce que pour qu'il y ait eu cette réaction-là, et qui a duré, qui a obtenu d'ailleurs des résultats dans les deux cas, le gouvernement a reculé et la Montedison a fini par arrêter ses déchets, ses projections. Où était le sacré? Alors, du point de vue mésologique, le sacré, il réside dans une métaphore de l'être humain lui-même. Et ce que ce concept veut dire, que découvrir son être... Alors, c'est difficile, vraiment très dur à traduire parce que c'est pas beau. En japonais, c'est beau, mais pas en français. Moi, c'est découvrance de soi. C'est-à-dire de son être, découvrir son être même dans son milieu. Le milieu, en l'occurrence, c'est la Corse, et c'est l'être même des Corses qui était en jeu dans cette violation, cette profanation de l'être, parce que l'être est sacré. Et je pense que ça vaut pour toute société, et même pour la société moderne. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le dernier sacré qui reste, c'est l'individu lui-même, à telle enseigne qu'on ne peut plus même lui couper la tête, parce qu'il est sacré. Mais dans ce que la mésologie appelle la médiance de l'humain, à savoir que notre être ne se limite pas à la délimitation physique du corps de chaque individu, mais devient aussi ce corps médial. Et que c'est le rapport entre les deux qu'on appelle médiance, et qui est un rapport dynamique. Dynamique, ça veut dire mouvant. C'est-à-dire que, de même qu'un animal se nourrit avec des proies qu'il va métaboliser dans son être même, de même, l'humain a des proies qui apparaissent de ci, de là, et qui vont se métaboliser dans son être même. Que ce soit des boues rouges, que ce soit des déchets nucléaires, c'est notre être qui est concerné. Enfin, moi je dis notre, mais en tant qu'être humain, je me permets de m'assimiler à un Corse, mais bon, c'est en tant qu'être humain. Moi, j'ai une autre question, peut-être un peu technique. Mais si je parle fort, ça suffit. Non, c'est pas enregistré. Ah bon. Désolé, La trajectivité du micro, c'est quelque chose. une sacralisation. Alors, ma question, elle traite d'un sujet qui, à la lecture de Heidegger, lorsqu'il traite le sujet de la choséité de l'œuvre d'art. Par exemple, je voudrais savoir si cette choséité correspond à ce qu'on nomme ici comme sujet en tant que prédicat, lorsqu'il y a une œuvre d'art est à la fois le contenu du sacré et tout ce qu'on peut investir en tant qu'artiste dedans, mais ce qu'on peut lire dans une œuvre d'art, il y a tout ça qui est explicité en même temps. Est-ce que, en soi, une œuvre d'art peut être sujet et prédicat dans le sens de la choséité de Heidegger? Alors, du point de vue de la mésologie, un texte célèbre de Heidegger qui s'appelle « L'origine de l'œuvre d'art », où il parle du rapport entre la Terre et le monde. Du point de vue de la mésologie, la Terre, c'est S, la Terre, c'est S, le monde, c'est P, et le rapport entre les deux, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'œuvre d'art,
par excellence, c'est ce qui fait advenir à l'être la terre, par exemple en tant que monument, un temple ou autre œuvre d'art, et que dans ce mouvement même que Heidegger appelle un litige pourquoi? Parce que justement P n'est pas S. P, c'est ce qui excède l'identité de S, ou c'est ce par quoi S va sortir va exister hors de son identité pour devenir une réalité, une chose. C'est un mouvement, donc il l'appelle un litige, enfin c'est mon interprétation, un litige. Et dans ce litige même, dans cette existence même qui va donner naissance à une réalité, ou la réalité, S se retire. Il dit la Terre se retire. Et effectivement, toujours dans l'interprétation que je me suis faite de ce texte obscur, il est obscur, c'est que du fait même qu'on le saisit en tant que P, on perd S, forcément. On ne peut pas saisir S en soi. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Moi, j'aurais une question également. C'est une simple question qui est de dire, est-ce qu'il y a un message politique dans la mésologie et est-ce que finalement le développement de la mésologie n'est pas possible parce qu'en Occident nous n'avons plus confiance dans le progrès, qu'il y a un rapport au progrès, au concept de progrès, et qu'à travers ça, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une nostalgie des mondes anciens quelque part qui motiverait la recherche mésologique? Alors, effectivement, il y a cette question de la nostalgie de la matrice. C'est une question que je m'adresse à moi-même depuis très longtemps. C'est sûr que, du point de vue de la mésologie, on ne peut pas être dupe de l'absolutisation de P, P qui est le monde. L'absolutisation de P, ça veut dire par exemple que puisque tel fabricant vient de sortir tel produit, je dois absolument l'avoir. Ça, c'est l'absolutisation de P. Bon, la mésologie, et puis le grand âge aussi, donne un certain recul par rapport à cette dernière nouveauté. Donc, en ce sens-là, c'est sûr qu'il y a un certain côté misonéiste, comme dit la langue française. Misonéisme. Bon, mais ça, c'est une tendance, c'est un danger que l'on doit surmonter. Et prendre du recul par rapport aux dernières nouveautés, ça ne veut pas dire nier le progrès. Et le progrès, ça ne se borne pas aux dernières marchandises. J'y comprends en priorité le progrès humain. Et reconnaître que notre être ne se borne pas à mon corps animal ou au vôtre, je pense que ça serait un progrès nécessaire, au-delà de la modernité. C'est ce pourquoi la mésologie plaide, et c'est un message politique, parce que ça implique beaucoup de choses, de loin en loin, aller au-delà de ce que j'appelle le topos ontologique moderne, c'est-à-dire réduire l'humain à ce corps animal. C'est un progrès que nous devons accomplir. Pourquoi devons-nous le faire? Ce n'est pas uniquement parce que moi je préférerais le faire. Non, c'est parce que la Terre elle-même nous demande de le faire. Et pas seulement la Terre, avec ses limites écologiques, mais la science elle-même, qui est la pointe du progrès intellectuel humain, nous demande de le faire. Il faut arriver, un jour ou l'autre, à concevoir ce que veut dire le fait que saisir une particule en tant qu'onde ou en tant que corpuscule, c'est-à-dire que A est en même temps non-A, ça c'est quelque chose que la science nous somme impérativement de comprendre et d'en tirer les conséquences dans nos comportements. Du point de vue de la mésologie, en tirer les conséquences dans nos comportements, ça veut dire, s'agissant par exemple des problèmes que pose le percement d'un nouveau tunnel sous les Alpes, c'est pas bon en soi ni mauvais en soi. Il faut voir avec toutes les parties concernées. Bref, c'est une leçon très simple en réalité. C'est ne pas mépriser le monde des uns sous prétexte que soit on a raison.
quand j'étais étudiant en géographie, dans les années 60, j'ai lu dans Le Monde un beau jour, je ne sais plus exactement, c'est à propos d'un projet d'aménagement quelconque, un énarque quelconque, bref, un technocrate quelconque, disait, bon, les gens n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas de ce projet. Ils n'y comprennent rien. Bon. Ils ne savent pas, c'est des ploucs. Moi, je sais. Bon, ce genre de choses, heureusement, est un peu dépassé aujourd'hui, mais il y a des séquelles. Tout être humain a le droit d'exister, pas simplement au sens où on ne lui coupe pas la tête, comme ça, simplement parce que, comme un samouraï faisait dans les rues d'Edo autrefois, il avait le droit. Il avait le droit de couper la tête de quelqu'un, simplement parce qu'il n'était pas d'accord. Bon. On a dépassé ces stades de l'histoire. C'est pas évident. On les a dépassés. Je ne pense pas que ce soit évident qu'on les ait complètement dépassés. Oui. À propos de la Corse? Non, en général. Alors, je vais vous laisser un message explosif. Ce qui vient de l'année, je vous ai dit, la semaine dernière, j'étais à un colloque qui était la naturalité en mouvement. La naturalité en mouvement, à propos des usages récréatifs de la nature. Et moi, j'ai présenté une communication intitulée, parce qu'il faut toujours être pédant pour impressionner l'adversaire. C'était du pur latin. Bon, donc, ça ne veut rien dire pour un Français n'ayant pas fait de latin, mais comme natura, c'est le participe futur du verbe gnaskor, gnaski, qui veut dire naître. Ça veut dire la nature sera toujours à naître. La nature sera toujours. La nature n'a jamais cessé de naître et elle continuera de naître. Alors, le message explosif est le suivant. Je l'ai glissé dans l'oreille de Vanina hier soir. Elle est encore là, c'est-à-dire elle n'a pas éclaté. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une histoire d'identité figée, et toujours à créer par les Corses eux-mêmes, historiquement. Aucun bruit d'explosion. Moi, je voudrais bien juste éclairer, parce que j'ai cette question qui me taraude depuis longtemps, par rapport à l'héritage philosophique des matérialistes abdéritains, ou en tout cas des plus proches peut-être avec un propos comme celui de Rerum Natura, de Lucrèce, j'ai le sentiment qu'on a perdu quelque chose sur la question d'exister dans la nature, avec la nature. J'ai l'impression, le sentiment très fort que l'avènement de la religion a été l'occasion de se séparer de cette relation. Du monothéisme, en tout cas. Parce qu'il y a des religions, au contraire, comme les animismes divers. Par exemple, le Shinto, que je connais un peu moins mal que d'autres, qui voient du sacré dans la nature et commandent de respecter la nature. Et en Islande, ces histoires de trolls, etc. On a les mêmes problèmes au Japon aussi. Par exemple, au moment où il fallait, dans les années 60, quand on perçait les tunnels du Shinkansen, du TGV japonais, il y a des gens qui... comme il fallait le faire, ils admettaient qu'on doive percer la montagne, mais il ne fallait pas que des femmes pénètrent dans le tunnel, parce que les génies de la montagne seraient jaloux, parce qu'ils sont du genre féminin, donc ils ne veulent pas que d'autres femmes entrent dans leur domaine, c'est-à-dire sous la terre. Bon, le problème a été résolu puisqu'il y a par centaines de milliers tous les jours, les gens prennent le train, et la moitié de femmes, ça se passe bien. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever cette séance. Pas de risque à dire qu'elle était passionnante. Voilà, parce que c'est passionnant pour nous autres. Et nous vous invitons